Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, dans ce vlog, je vais vous parler des lectures que j'ai faites courant de la semaine dernière, plus ce week-end. Alors, la semaine dernière, du lundi à samedi, on a lu en lecture commune avec Aurélie Le temps est assassin de Michel Bussy. Aurélie, c'est la chaîne Les Beaux d'Or et elle a un compte Instagram aussi, je vous en ai déjà parlé. C'est la première fois qu'on faisait une lecture commune ensemble, c'était sympa. Alors, vous savez que normalement, Michel Bussy, c'est un de mes auteurs chouchou. Et bien, avec celui-ci, j'étais un petit peu déçue, on va dire. On est sur une double temporalité. On est à la fois en 1989 et en 2016. On suit Clotilde dans les deux cas. En 89, elle a 15 ans. Et en 2016, alors on a 27 de plus. Ouais, j'ai pas fait le calcul. Mais bon, en 2016, elle est maman, elle est mariée et elle a une fille de 15 ans avec qui les relations elles sont pas tendues, mais sa fille est plus proche de son mari que d'elle. En tout cas, c'est ce qu'on comprend. Alors, donc, l'été 89, en fait, enfin tous les étés, la famille de Clotilde a l'habitude de passer ses étés en Corse parce que le papa est corse. Donc voilà, c'est vraiment une habitude. Tous les étés, ils partent en Corse, dans un camping, le même, qui est sur la propriété du grand-père et tout ça. Et un soir, quelques jours avant leur départ, il y a un drame. Clotilde, son frère, ses parents sont dans une voiture. Ils sont censés aller écouter des chants corses dans une église. Et en fait, sur la route, il y a un accident. Les parents meurent, le frère meurt et Clotilde est la seule rescapée. Elle a rien. Elle est presque sortie indemne de cet accident mortel. Et c'est tout ce qu'on sait de 89 au début, à part le fait aussi qu'elle écrit un journal de bord de ses vacances et tout ça. Et en fait, on plonge après 27 ans plus tard. 27 ans plus tard, c'est la première fois qu'elle revient en Corse. Elle n'y était jamais revenue depuis l'accident. Suite à l'accident où elle a perdu ses parents, du coup elle a été élevée après par ses grands-parents en France métropolitaine en fait, là où elle avait vécu jusqu'à ses 15 ans en fait, dans le nord de la France. Et du coup 26 ans plus tard, elle ressent un besoin d'aller se recueillir là où ses parents sont décédés. Et elle n'avait pas d'arrière-pensée. Sauf que au moment où elle remet les pieds en Corse, il va se passer des choses qui vont lui faire se souvenir de cet été 89. Quelques petits trucs où vraiment ça vient pas d'elle, mais on sent que quelqu'un veut lui faire passer un message et peut-être lui dire que c'était peut-être pas un accident, la mort de ses parents, peut-être que c'était un sabotage, peut-être que voilà. Et du coup, petit à petit, elle va se poser des questions, elle va fouiller un petit peu. Son mari et elle, ils vont passer un sale moment parce que lui, il est juste là pour des vacances, il n'a pas envie qu'elle remue le passé. Sa fille, c'est pareil, elle a 15 ans, elle n'a pas envie de... Elle n'a jamais connu ses grands-parents, donc c'est pas quelque chose qui la touche personnellement, donc ça l'agave un petit peu. Et du coup, Clotilde va se retrouver un petit peu seule dans cette quête de la vérité. Elle va être tentée de revenir voir des personnes qu'elle n'a pas vues depuis longtemps, mais est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va pas bien se passer? C'est quand même passé 27 ans entre temps. Donc voilà, de l'eau a coulé sous les ponts, plein de choses se sont passées, donc c'est pas forcément évident. Donc franchement, j'ai pas spécialement... je sais pas trop ce qui a cloché dans cette histoire, mais je me suis pas accrochée. Ça c'est pas... Ouais, ça m'a vraiment pas plu comme les autres romans de Michel Bussy m'ont plu. D'habitude, je suis accrochée dès le départ, et là, non. Franchement, les personnages sont pas attachants. Aucun. C'est assez nébuleux dès le départ. Et franchement, ce qui m'a plu dans l'histoire, dans ce roman, c'est vraiment la dernière partie. On va dire le dernier tiers, où là, il commence à se passer des choses. Un bip, qu'est-ce qu'il a fait le bip? Je ne sais pas. Il se passe toujours des choses pendant mes vidéos ces derniers temps. Donc je disais, la seule chose qui m'a plu en fait dans ce roman, c'est la dernière partie
où il commence à y avoir des choses, on commence à se poser des questions sur telle ou telle personne. Mais avant, il y a juste pour un truc où on se demande qui a le carnet, le journal de bord de Clotilde, parce qu'on voit au fur et à mesure des pages qu'il y a quelqu'un qui est en train de le relire. Et c'est un il, donc on sait que c'est un homme, mais c'est tout ce qu'on sait. Donc, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de mystère à découvrir. Enfin, en tout cas, on ne voit pas trop de trucs à découvrir, à chercher pendant le roman. À part pendant le dernier tiers où les choses s'accélèrent, où il se passe des choses et tout ça. Vraiment, la fin est haletante et c'est une super fin. Mais le reste du roman, franchement, je suis passée totalement à côté. Donc ça sera pas mon préféré de Michel Bussy. Pour l'instant, c'est vraiment le seul que j'ai pas adoré du début à la fin. Donc c'était une petite déception. Enfin, petite qui fait quand même 500 et quelques pages. Hein. Ouais, 530 pages. Mais voilà, donc j'ai mis 6 jours à le lire. Après, j'aurais pu l'abandonner s'il m'avait pas plu. Mais vous voyez, c'est pour ça aussi que je n'abandonne pas c'est aussi pour ça que je n'abandonne pas les livres. Parce que même si j'ai pas aimé les 2 tiers du livre, la fin, la dernière partie était vraiment très très bonne. Et du coup, ça sauve un petit peu l'histoire. Donc les personnes qui abandonnent à un tiers ou même à la moitié, je trouve ça dommage parce que vous avez déjà fait l'effort de vous plonger dans le livre. Et des fois, il faut vraiment aller jusqu'au bout pour en apprécier vraiment l'essence. Donc voilà pour Le Temps est assassin que j'ai fini samedi soir. Et samedi soir, j'avais encore du temps. Du coup, je me dis, allez, on commence un autre livre. Et j'ai commencé Des meurtres qui font du bien de Carsten Düsse, qui est un auteur allemand. Donc c'est le premier tome de la série des petits meurtres zen, Les meurtres zen, voilà, c'est pas petit. Honnêtement, j'attendais rien de ce livre. Je m'étais dit, vous savez que j'accroche pas trop avec les Cozy Mystery. Et je m'étais dit, ça va être un petit peu dans le même genre, ça va pas trop me plaire. Mais en même temps, c'était un coup de cœur, soit de la libraire, soit des autres lecteurs de la médiathèque. Je me dis, allez, hop, on se laisse tenter. Donc j'en attendais rien. Je me dis, bon, il n'est pas super long. Il me fait quand même 400 pages. Mais voilà, je me suis dit, pourquoi pas. Je me suis dit, vraiment, il me plaît pas, celui-là, je passerai, je l'abandonnerai, c'est pas grave. Et en fait, dès le départ, j'étais conquise. Donc on est avec un avocat. Comment il s'appelle? Björn, voilà. On est avec un avocat qui s'appelle Björn. Il vit avec sa femme, parce qu'ils sont mariés. Ils ont une petite fille qui a 2 ans et demi. Et en fait, il est hyper stressé. Il est toujours en train de bosser comme un dingue. Sa femme ne le supporte plus. Et au bout d'un moment, elle lui dit, mais faut que tu fasses quelque chose, va voir un thérapeute. Enfin, fais-toi aider parce que moi, j'en peux plus. Et on comprend en fait très vite, du coup il va aller voir un thérapeute qui fait de la thérapie de pleine conscience. Il va arriver en retard au premier rendez-vous, bien sûr, et en fait on comprend très vite que c'est pas juste un simple avocat. En fait Björn, il est employé dans un grand cabinet d'avocats où il s'occupe en fait d'un seul client qui est un mafieux, mais vraiment, il fait il fait du trafic de drogue, de la prostitution, de la vente d'armes de guerre. Il y a un 4e truc, je sais plus ce que c'est. Bon, il a beaucoup de flèches à son arc dans le domaine de la contrebande, des mafieux et tout ça. Donc c'est vraiment un énorme client qui lui rapporte énormément d'argent, mais qui est très stressant. Et du coup, Björn va voir ce thérapeute, il n'en attend rien, il fait juste ça pour faire plaisir à sa femme, pour qu'elle le laisse un petit peu tranquille en fait. Et en fait, dès la première séance, il va bien s'entendre avec le thérapeute. Il va suivre toutes les semaines une séance, tous les jeudis il va aller voir son thérapeute. Et en fait, la thérapie va tellement bien marcher, il va réussir à se dégager du temps pour sa fille, pour lui. Et en fait, lors d'un week-end qui était prévu juste pour sa fille, son client l'appelle en urgence parce qu'en fait, il s'est passé un truc et il faut absolument qu'il l'aide. Et Björn est un petit peu... il se dit non, il faut pas que je cède parce que si je fais pas ce week-end avec ma fille, ma femme va demander le divorce et tout ça, je pourrais plus voir ma fille. Donc il tient vraiment à ce week-end avec sa fille. Mais en même temps, il est quand même obligé de se rendre à son bureau pour avoir une entrevue avec son client. Et en fait, son client, il faut qu'il se cache, qu'il quitte la ville, mais vraiment en urgence. Et du coup, il demande à Björn de le cacher dans son coffre et de le faire sortir de la ville.
Au début, Björn il n'est pas trop d'accord, mais bon, c'est quand même son seul client et il lui rapporte quand même beaucoup d'argent, donc il cède. Il fait rentrer donc le mafieux dans son coffre, dans le coffre de sa voiture qui est une voiture de fonction. C'est important pour la suite. Et du coup, il emmène aussi sa fille, il l'emmène manger une glace en premier, elle en a partout, et après ils vont en direction le lac. Et en fait, le lac, la maison du lac, c'est une maison qui appartient au mafieux justement, donc ça tombe bien. Et en fait, arrivé à la maison du lac, la petite fille entend du bruit, dit qu'est-ce que c'est papa, pourquoi ça cogne? Et le papa lui dit ah c'est juste du travail qui est dans le coffre. Et la petite fille elle lui dit non pas travail, d'abord sortie puis travail. Elle a que 2 ans et demi. Il lui dit oui t'as raison, on va commencer par faire ce qu'on avait prévu puis après je travaillerai. Et le problème c'est que Björn qui est dans le coffre, il peut pas sortir tout seul, enfin pas Björn, le mafieux qui est dans le coffre, il peut pas sortir tout seul, et ils sont en plein été, et il fait 50 degrés, enfin il fait plus de 50 degrés dans le coffre, et en fait il va y passer tout le week-end. Donc voilà, vous imaginez ce qui se passe, et du coup ça va entraîner beaucoup de choses pour Björn. Enfin, moi franchement j'ai trouvé ça énorme, c'est un thriller très drôle, et j'en parlais avec mon mari pendant que je le lisais. J'ai dit faut pas que je fasse de la thérapie de pleine conscience, sinon je pense que je vais tuer beaucoup de gens. Peut-être sans faire exprès, mais on sait jamais, donc je ne ferai jamais de la thérapie de pleine conscience. Ça peut être très dangereux visiblement. Voilà. Mais en tout cas voilà, il est vraiment excellent. Ça c'est le tome 1, il est sorti je crois que c'est en 2020. En France, il est sorti en 2022. Voilà. Il avait déjà eu un énorme succès en Allemagne. Donc, je crois qu'il y en a un qui est sorti en 2023, puis en 2024. Donc, ça en fait déjà 3 tomes normalement qui sont disponibles. Et cette année, je pense qu'il sortira un 4e. Donc, je vais voir s'ils sont aussi à la médiathèque pour m'en prendre un pour le mois prochain ou en tout cas pour cet été. Parce que franchement, j'ai trouvé ça excellent. Donc vous voyez, celui-ci il faisait 530 pages, je l'ai lu en 6 jours. En même temps c'était en semaine et je suis claquée la semaine le soir, donc ça s'explique. Mais celui-ci je l'ai lu en moins de 24 heures. Ouais, je l'ai commencé samedi soir et je l'ai fini dimanche soir. Donc enfin en soirée même. Donc franchement il était excellent, il se lit. C'est un bonbon. Franchement c'est trop drôle. Et du coup, dimanche soir, je lui dis allez, hop, on continue à faire descendre la pile à lire. J'ai pris celui-ci, Faites-les lire, de Michel Desburget. C'est un essai, j'avais déjà lu l'année dernière, La fabrique du crétin digital. Et du coup, là, c'est vraiment une réponse, en fait, au premier essai. Donc, pour en finir justement avec le crétin digital. Et là, je ne vais pas parler de l'essai, mais du livre en question, l'objet papier. Vous voyez, normalement, les livres de la médiathèque, ils sont tous plastifiés, justement pour les conserver le plus longtemps possible. Et là, sur celui-ci, ils ne l'ont pas plastifié. En revanche, il y a une petite étiquette, regardez, un petit autocollant. 0 plastique, 0 couverture, prenez soin de moi. Donc, je trouve ça bien qu'ils fassent l'effort de ne pas forcément tout plastifier, mais du coup, ça oblige les gens à faire un petit peu plus attention aussi. Et là, on voit que le livre, il est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 1 an, 2 ans. Je vous dis ça tout de suite. Il est sorti en 2023, donc il a moins de 2 ans et il est quand même pas mal abîmé. Donc on voit vraiment que pour le coup, pour les médiathèques, je trouve que c'est quand même plus, même si ça fait du plastique en plus, ça permet vraiment de garder les livres quand même plus longtemps parce que et celui-là est sorti au même moment, il est encore nickel. Alors que celui-ci, je pense pas qu'il y a énormément de gens qui l'aient lu, vu que c'est un essai, et pourtant il commence déjà à être pas mal abîmé. Donc c'est bien le petit macaron, mais je pense que les gens font pas assez attention. Et donc, c'est un essai, donc en fait dans celui-ci, donc là j'ai pas encore fini, hein, j'en suis que à la page 116 et sans les annexes, il y en a 330 je crois, donc on va dire que j'en suis au tiers. Mais en tout cas dans cet essai-là, il nous dit à quel point en fait c'est important de faire lire nos enfants.
et comment en fait la construction se fait dans le cerveau de nos enfants, les habitudes, tout ça. Ce qui fait qu'on lit moins qu'avant, mais en même temps, est-ce qu'on lit vraiment moins qu'avant? Voilà, il y a vraiment une réflexion sur la lecture au sens large, et je le trouve plus intéressant que La Fabrique du Crétin Digital. La Fabrique du Crétin Digital, il y avait beaucoup de chiffres, c'était très rébarbatif, c'était vraiment, c'était presque imbuvable, honnêtement. Et en plus, j'avais vu plein mal de conférences de lui qui étaient plus intéressantes que le livre. Vraiment, à l'écriture, c'est assez lourd quand même, de le Michel Desburger. Mais en conférence, c'est quand même plus intéressant. Là, pareil, j'ai vu plein de conférences. Et pourtant, là, je trouve quand même quelques petites informations que je n'avais pas entendues en conférence, que je trouve intéressantes. Bon, là, je ne vais pas vous les dire maintenant parce que j'ai pas mis de post-it. Je les ai juste pris en photo. En fait, je les ai mis en citation sur Babelio. Mais je n'ai pas mis de post-it vu que c'était pas mon livre. Et là, j'ai pas surligné vu que c'est pas mon livre. J'avais surligné dans l'autre. Mais en tout cas, je le trouve déjà un petit peu plus intéressant que l'autre. Je trouve quelques petites informations que je n'avais pas entendues par ailleurs. Donc franchement, pour l'instant, ça va. J'avais fait une vidéo dédiée sur mon autre chaîne YouTube concernant ce livre-là, qui avait très très mal marché d'ailleurs. Mais je sais pourquoi. Enfin, en partie. Donc, je vous ferai peut-être un résumé des choses intéressantes que j'ai trouvées dans le livre à la fin, mais j'attendrai de l'avoir terminé, mais déjà il est quand même plus intéressant que l'autre. Et enfin je termine avec un e-book parce que en fait la semaine dernière, en même temps que Le Temps est assassin, j'avais commencé un livre numérique parce qu'en fait celui-ci, vous voyez, c'est un livre à médiathèque, un grand format, en excellent état, donc je le garde à la maison, je l'emmène pas partout avec moi. Et quand j'attends les enfants à la sortie de l'école, j'arrive toujours en avance et du coup j'emmène toujours un livre avec moi histoire de m'occuper, ne pas perdre de temps. Et du coup j'avais commencé mon livre du Tour du monde en livre pour le mois de juin, qui est un auteur andorran, le Rapt, le Mort et le Marseillais. Et du coup je l'avais à peine commencé, vraiment quelques pages par-ci par-là. Et du coup j'ai pu le continuer en plus hier soir parce que j'avais envie de faire une petite pause de l'essai. L'essai, je peux le lire tout au long du mois, voilà, il n'y a pas vraiment une histoire, c'est vraiment des faits. Donc hier soir je l'ai continué un petit peu. Franchement, je savais pas à quoi m'attendre avec ce roman. Ça ne m'intéressait pas trop, je le lisais vraiment juste pour le tour du monde en livre. Mais voilà, il m'emballait pas plus. Mais en fait, dès que j'ai commencé à lire la semaine dernière, donc je l'ai commencé lundi dernier, et ben en fait c'est un ton assez drôle, assez ironique, assez... comment on dit? Quand une personne se moque d'elle-même. Je ne trouve plus le mot, comme d'habitude. Je ne sais plus, ça me revient pas. En tout cas, voilà, le personnage principal, l'histoire est racontée par le personnage principal, donc à la première personne. Et on ne sait pas trop ce qui se passe dans l'histoire, mais au début, il nous raconte un petit peu comment il en est arrivé là, en fait, comment il est arrivé à devenir flic. Parce qu'au début, il n'était pas du tout destiné à ça, il faisait des études de langue, qui lui plaisaient beaucoup, mais son père lui a coupé les vivres, il l'a envoyé faire travailler dans l'usine, enfin, dans son entreprise, mais il se plaisait pas non plus. Du coup, il a demandé je sais plus si c'est le père ou c'est lui-même qui s'est engagé dans la police, mais du coup, voilà, dans la police, il a trouvé certains trucs intéressants, sauf que il supporte pas le sang, et la première fois qu'il est tombé sur un mort avec du sang, il est tombé dans les pommes, par exemple. Enfin, il y a plein de petites anecdotes comme ça qui sont très très rigolotes. Et là où j'en suis, en tout cas j'en suis à peu près 35%, il est envoyé en Italie. Ils font un espèce d'échange de policiers entre l'Andorre et l'Italie, pour échanger les méthodes, voir comment ça se passe dans les deux endroits. Et du coup, je sais pas comment il s'appelle mon personnage principal, je me souviens plus. Il est envoyé en Italie parce que il a appris l'italien, il a fait des études de langue, donc c'est le seul de la brigade qui parle italien, donc il l'envoie. Et en Italie, en fait, il va très très bien s'entendre avec les autres policiers. Mais voilà, il leur cache qu'il n'a pas vraiment d'expérience, qu'il est débutant. Mais voilà, il va suivre les autres, pas de soucis. Et il va y avoir un premier truc qui est un enlèvement d'un bébé dans une maternité.
On comprend pas comment ça a pu se passer. Ça s'est passé à un moment où il n'y avait pas grand monde dans l'établissement, mais en même temps, les bébés ont toujours été sous la surveillance des infirmières, donc il y a quelque chose de bizarre. Et il y a un type qui débarque, qui est un policier d'Interpol, qu'on appelle le Marseillais, qui a le sens du détail, qui est très très fort, qui arrive à déduire pas mal de choses, qui leur dit en fait comment ça s'est passé, cet enlèvement de bébé. Et du coup, bah, ils commencent à rechercher à l'extérieur, aller enquêter et tout ça. Et en fait, le bébé est ramené chez les parents, devant la porte des parents, voilà, aucune demande de rançon. Donc on ne sait pas pourquoi le bébé a été kidnappé puis rendu. Voilà. Et après, le lendemain, ils ont une deuxième affaire où il y a un mari, un homme assez riche, je pense, est retrouvé mort dans sa baignoire, visiblement noyé. Il avait pris un somnifère, on ne sait pas trop s'il était ivre ou pas. Enfin, sa femme est quelqu'un de très hautaine, de pas très agréable. Et ils ont des employés, ils ont notamment un jardinier et une cuisinière. Voilà, pour l'instant j'en suis là. Est-ce que c'est vraiment une noyade? Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que c'est un meurtre? On ne sait pas. Mais on sent que le Marseillais va débarquer et qu'il va trouver la solution. Donc voilà, pour l'instant, j'en suis à peu près 30% et je sais pas trop ce qui va se passer pour la suite. Enfin, franchement, j'ai pas lu la 4e de couverture, j'ai pas lu le résumé, donc je sais pas de quoi ça parle. Mais voilà, on est avec un flic qui est un petit peu arrivé flic par hasard. C'est ce qu'il nous dit en fait. Il nous dit qu'on choisit pas forcément ce qui se passe dans notre vie, on n'est pas forcément maître de nos choix. Mais il y a des choses qui influencent notre destin, voilà, les petites choses dans la vie qui font qu'on va aller vers tel truc ou alors vers telle destinée, voilà. Il est très philosophe, voilà, ça le caractérise beaucoup, il est très philosophe, il ne se prend pas la tête, il se laisse porter par la vie, voilà. Et ça rend l'histoire vraiment assez drôle, moins drôle que les petits meurtres zen. Voilà, les petits meurtres qui font du bien. Celui-ci est moins drôle, mais voilà, il y a une légèreté dans le ton de l'écriture qui est assez plaisante. Je ne m'y attendais pas, donc je passe un bon moment également. Voilà, voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour ce vlog. Voilà, je trouve que la durée est assez sympa, parce que je sais que quand je fais des longs vlogs, les gens ne vont pas forcément jusqu'au bout. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et on se retrouve dans quelques jours pour un nouveau vlog. Je vous souhaite de bonnes lectures, à très bientôt.